Dernière table ronde de la matinée avant de retrouver ensuite, pour conclure, l'ancien ministre et sénateur Jean-Baptiste Lemoyne qui nous a rejoints. On va parler maintenant de production locale de biogaz pour un usage local. J'invite à me rejoindre Frédéric Martin, directeur général adjoint national de GRDF. On a beaucoup parlé ce matin d'électricité et pas encore d'une autre énergie très utilisée à ce jour, le gaz qui fait sa révolution. Avec l'arrivée du biogaz, le gaz se décarbone. Vous nous direz, Frédéric Martin, comment le biogaz entend compter dans le mix énergétique et comment les gaz pourraient devenir incontournables, les gaz renouvelables. Nous rejoint également Dominique Goffard, président de la SS Terre Énergie. Il est agriculteur, il va produire localement du biogaz qui alimentera la ville de Sens, son hôpital, des habitations. Vous avez monté avec d'autres agriculteurs un projet de méthaniseur pour produire du biométhane. Vous nous expliquerez comment. Avec nous, les acteurs de Yonne qui vous ont accompagné et travaillé à développer localement le gaz vert. Irène Elrieux nous rejoint, directrice de la SAM Yonne Énergie, et Jean-Luc Klein, délégué OSDE, administrateur de la SAM Yonne Énergie, membre du comité de gestion de la SS Terre Énergie. Merci à tous les quatre d'être là pour parler de ce sujet. On va le traiter en 4 temps. D'abord, on va parler du biogaz local dans le mix énergétique. On va parler aussi de ce projet méthanisation avant de parler du potentiel de la méthanisation dans l'Yonne et des techniques nouvelles qui nous permettent de produire du biogaz. Frédéric Martin, il faut donc compter demain avec le gaz, mais ça sera du biogaz, du gaz renouvelable, du gaz vert. C'est comme ça qu'on dit maintenant ? Écoutez, bonjour à tous. Merci au président et aux équipes pour leur invitation. Je pense qu'il va falloir compter sur tout. Je pense que quand on écoute tous les discours depuis ce matin, on se rend compte qu'on rentre dans un monde où on va tous chercher à peu près la même chose, c'est-à-dire de l'autonomie et des prix surtout qui soient compatibles avec le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Si on peut passer le slide. De par ma carrière, j'ai fait à peu près toutes les énergies. Et donc, quand on écoute un peu tous les secteurs, on a toujours des discours très techniques. Et d'ailleurs, c'est bien qu'on ait une sociologue qui, ce matin, nous ait expliqué qu'il fallait penser un peu plus générique. Là, j'ai essayé de faire représenter un peu la vision que l'on a, quelles que soient les énergies. Alors d'abord, la première chose, c'est comprendre pourquoi les Français ont une vision souvent anachronique par rapport au reste du monde. Parce qu'on a notre parc nucléaire et on voit qu'à gauche, les 2530, c'est ce qu'on produit. Donc ça, c'est ce qui est vraiment produit. Et c'est à date d'aujourd'hui, c'est fin 2022. Et juste la barre à la côté, les 1657, c'est ce qui est utilisé en réel. Et on voit qu'entre les deux, on a énormément de déperditions. Alors déperditions, c'est les panaches de fumée qu'on voit au-dessus des aéro-réfrigérants des centrales nucléaires. C'est les déperditions thermiques dont on parlait tout à l'heure dans les réseaux, etc. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a ? On a, et ça a été dit par un intervenant, on a surtout 50% de pétrole. Voilà. Et on parle beaucoup d'électricité, on parle beaucoup de gaz, on parle beaucoup de bois, mais on a surtout 50% de pétrole. Bon. Et quels que soient les scénarios qu'on pousse, alors j'ai mis une barre au milieu de 2030, mais les scénarios projetés à 2050, il va falloir se passer de ces 50%. Et on voit que le premier poste important, c'est qu'on va passer de 1600 à 1000 en ayant augmenté la population. Donc quand j'entends aujourd'hui que le SDE investit dans l'éclairage public, investit dans l'efficacité énergétique, et c'était dit par le directeur général d'AEC, la première chose qu'il faut faire, c'est moins consommer, isoler, utiliser des performances, parce que c'est ce qui est moins cher et c'est ce qui va permettre de tout de suite travailler dans la durée. Ça, c'est le premier facteur, et je suis un distributeur de gaz, j'exploite les réseaux des collectivités, mais il est absolument essentiel d'abord de réduire ses consommations, parce que le prix de l'énergie va plus que doubler, quel que soit le prix de l'énergie que l'on parle. Ça, vous pouvez faire toutes les études. On va tous chercher la même chose. On parle souvent de terres rares sur l'électricité. On parle souvent de bois d'œuvre qui va monter encore en termes de pression. Et alors en gaz, nous, la particularité, c'est qu'on n'a pas tellement de problèmes de production, puisqu'aujourd'hui, on ne produit pas en France. Donc notre sujet, c'est de ramener la production du gaz qui est aujourd'hui importé en France. Alors on pourrait se dire, j'en parlerai tout à l'heure, c'est des potentiels. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'on ne sait pas faire sans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un challenge en électricité, c'est de passer, grosso modo, c'est de passer de 20-25% à peu près 50%. Et là, il va falloir produire beaucoup plus, éolien, solaire, un peu d'hydro, renouveler le parc nucléaire. On voit bien que les challenges sont absolument considérables. Et c'était dit par les représentants des délices, tout en refaisant quasiment tous les réseaux. Donc c'est vraiment un challenge absolument considérable sur ce secteur-là. Sur la partie chaleur,
il va falloir repasser donc, pour enlever toute la partie fuel. Et en mobilité, grosso modo, on n'a pas 50 solutions. Donc en gaz, nous, on s'aperçoit qu'entre aujourd'hui et 2050, on va à peu près consommer autant de gaz, puisqu'on est à 200, j'ai plus les chiffres exacts, on est à 380, quelque chose aujourd'hui, et on va terminer à peu près à 280. Les deux barres à droite, ce sont la vision un peu parisienne et la vision des territoires. Donc on voit que on n'est pas très loin en termes de volume. Dans la répartition, et ce n'est pas illogique, les territoires tiennent compte beaucoup plus des ressources qu'elles disposent dans leur projection, sachant qu'à Paris, on a plutôt une projection en vue de Paris. Donc je suis toujours enclin à mieux écouter les territoires que parfois les projections de Paris. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc pour nous, notre enjeu, c'est ramener la production en France, et on donnera des exemples, à partir de ressources locales. Et c'est essentiel, on peut passer au deuxième slide. Alors pourquoi c'est essentiel sur le schéma énergétique? Parce que le gaz ne sert pas qu'à chauffer, il sert à répondre aussi aux pointes d'énergie en hiver. Au même titre que l'on sait, j'ai mis ici, si vous regardez, le petit carré bleu, c'est le carré du parc nucléaire et de l'hydro. Et en gros, les 340, c'est ce que l'on a besoin les 5 mois d'hiver. Donc, si on n'a pas de l'énergie stockable, comme du fioul, du gaz ou du bois, en gros, en hiver, on est à poil. Vous m'excuserez le terme, mais c'est grosso modo ça. Donc, il faut isoler pour moins consommer, vous voyez, sur cette partie-là. Et il va falloir, en plus, continuer à avoir du stockage. Et dans les scénarios RTE, et dans tous les scénarios ADEME ou autres, ou négawatts, on voit qu'il est absolument indispensable de conserver pour le pays un stockage important et limiter les déperditions. Quand il y a eu la crise ukrainienne, on a eu deux impacts importants. On a eu l'inversion du flux. Avant, c'était les Russes qui envoyaient du gaz dans toute l'Europe. Et les Allemands étaient très contents parce qu'ils étaient, en gros, la douane intermédiaire. On a dû inverser les flux. Et donc aujourd'hui, quand on a vu monter les factures, on s'est dit, bon, on rentre dans un monde où il va falloir aller chercher de l'énergie sur un marché. Si vous écoutez Monsieur le maire, je pense qu'on a tous compris qu'on n'est pas les plus riches de la planète. Et donc, il va falloir qu'on prenne l'habitude de regarder ce que l'on a sur place. Donc, on a besoin de nos stockages. C'est pour ça que d'ailleurs que les pouvoirs publics, avant chaque hiver, sont très soucieux de savoir si nos stockages sont remplis. Parce que si nos stockages ne sont pas remplis, on ne peut pas effectivement assurer le chauffage de nos concitoyens, mais on ne peut pas non plus produire l'électricité qui manque en période de pointe. Même chose pour le bois, ce que l'on a. Voilà, donc ça c'est un point important. Et le deuxième effet, c'est qu'on a, les collectivités sont propriétaires des réseaux de gaz. Ce sont des réseaux qui ont une capacité, une durée de vie d'à peu près de 100 ans, puisque le polyéthylène aujourd'hui répond très bien. Et il n'y a quasiment aucune perte, donc il n'y a pas de déperdition, donc c'est plutôt une bonne valeur. Donc c'est important à la fois pour les clients d'aujourd'hui et en même temps pour la stabilité du système énergétique du pays et des territoires. Et donc ça veut dire que demain, ce gaz qu'on faisait venir de l'extérieur, on peut le produire ici, sur place, dans nos territoires. C'est le biogaz qu'on produit notamment via la méthanisation dont on va parler. Et donc là, il y a un vrai gisement et ça va se passer dans les territoires ? Oui. Le slide suivant, s'il vous plaît. Alors évidemment, quand on nous a dit qu'il faut substituer les molécules, on a été regarder ce qu'on avait à trouver. Bon, on a été fortement aidé puisque dans chaque région, dans chaque collectivité, il y a eu des PCAET, des SRADET qui ont été mis en place. Et on a établi la liste des potentiels pour pouvoir établir du biogaz. On peut faire du biogaz à partir de plein de choses. On peut faire du biogaz à partir de décharges. Aujourd'hui, les grands groupes ont récupéré la fermentation des déchets qui étaient autrefois enterrés dans des décharges. On a utilisé ensuite le biogaz à partir de déchets agricoles. Donc là, on va parler que ce soit du biogaz aujourd'hui là. Mais on a la même chose sur les stations d'épuration, sauf que les déchets ne viennent pas des déjections animales ou des résidus agricoles, mais des déjections humaines. Et aujourd'hui, on produit ces capacités-là. Et on va avoir des nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, où on va pouvoir produire du biogaz, du gaz vert ou de l'hydrogène, puisque l'hydrogène est aussi un gaz vert, à partir de déchets. Le bois AB, ce qu'on appelle le déchet des déchetteries, le meuble Ikea ou le meuble de la grand-mère qu'on met à la déchetterie. On le vaporise et on récupère du gaz qu'on trie et on peut faire soit du gaz vert, soit de l'H2 et on peut récupérer le CO2 et tout ça sans cheminée. Et c'est là aussi l'avantage puisque ces nouvelles technologies ont l'intérêt de ne pas générer de particules fines et donc de ne pas polluer l'air ambiant. Bon, et on vous demandera quel est le potentiel, et le potentiel notamment ici sur Lyon. On va découvrir donc un projet de production de biogaz, de gaz renouvelable sur le département. Avec vous, Dominique Goffard, merci d'être là. Donc, je rappelle, vous êtes agriculteur, et donc vous allez produire localement du biogaz qui va alimenter la ville de Sens, et notamment son hôpital et des habitations. Donc c'est un projet que vous avez monté avec
d'autres agriculteurs. Donc, c'est pas un projet facile, hein, il faut y croire, et ça a pris un petit moment. Là, vous êtes sur la phase de réalisation. C'est quoi précisément le projet ? Oui, bonjour à tous. Dominique Goffard, agriculteur à Pont-sur-Vanne avec un frère. Pour la petite histoire de l'exploitation, moi je me suis installé en 90, issu de parents agriculteurs. En 2011, a monté 400 mètres carrés de panneaux solaires, et l'origine du projet, c'est en 2016 quand on est passé en culture biologique. Alors on est sur le secteur de Haute-Paris, pour ceux qui connaissent le pays d'Hôte, et il y avait un engouement, enfin une volonté de la part d'Haute-Paris de passer sur les captages d'Haute-Paris, de passer les agriculteurs en bio. Donc ils nous ont un peu soutenus. Et c'est quand même le pays d'Hôte, c'est une région d'origine d'élevage, beaucoup, qui est petit à petit devenue céréalière, mais des petits rendements. Donc voilà, on est passé en bio, et le fait de passer en bio, on a besoin d'éléments fertilisants et de matière organique. Donc, et on utilise beaucoup la culture principale, c'est la luzerne, justement pour capter l'azote de l'air et aussi nettoyer les parcelles en faisant plusieurs coupes sur la luzerne. Donc c'est un produit aujourd'hui dont on ne sait pas quoi en faire de la luzerne. Il n'y a plus d'élevage, hein. Ça a beau être une région d'élevage, il n'y en a plus. Puis l'élevage en France est quand même un peu diminue fortement. Donc c'était de se poser la question, quoi faire de cette luzerne. Et c'est là que la réflexion est partie. Et donc on avait plusieurs possibilités. Donc l'élevage, moi je suis né dedans, et ça il était hors de question de me relancer là-dedans. Et en plus, on n'a pas de prix garanti, malheureusement, autant en termes de lait que de viande. Et voilà. Donc on s'est orienté vers la méthanisation. Là, c'est un peu étrange. Là, on a un produit garanti, un revenu garanti sur 15 ans, donc on ne s'est pas trop posé de questions. Et on peut mettre tous nos produits, tous nos sous-produits agricoles, fumier, interculture, on fait des intercultures, et la luzerne. Voilà. Et tout l'intérêt, c'est qu'en fait, ensuite, ça produit, une fois digéré donc par ce Voilà. méthaniseur, Voilà. de l'engrais Ouais, naturel. c'est un peu comme un élevage, hein. Je l'ai pris un peu comme ça. Et je le prends comme ça parce qu'il ne faut pas, je pense, pas faire n'importe quoi. Et ça me ramène du digesta sur les exploitations. Voilà, le digesta, c'est un engrais naturel. C'est un engrais. Après, on vient Et épandre. on devient autonome sur nos exploitations comme l'élevage. Et ça, on augmente nos rendements en blé, enfin, on maintient nos rendements corrects en blé, et on pérennise le bio, et on maintient nos exploitations en bio, quoi. Et il y a un deuxième avantage, c'est que certes, ça produit donc de l'engrais qui vous est utile pour votre production bio, et deux, ça permet de produire donc ce fameux biométhane, ce gaz. Et on produit du gaz. Et donc ce gaz, qu'est-ce qui va devenir ? Là, actuellement, ce gaz repart sur la ville de Sens, puisqu'il n'y a pas de réseau. Alors, nous, c'est une capacité on peut fournir 1200 foyers. On va mettre des images du projet. On va voir ça. 1200 foyers en énergie, ce qui correspondrait aux 3 communes qui sont autour du projet. Mais actuellement, elles ne sont pas desservies en termes de réseau de gaz. Donc là, actuellement, le gaz va repartir sur la ville de Sens, qui en a besoin. Et c'est un projet en termes d'investissement qui est quand même lourd. Comment vous l'avez porté ? Donc, on a démarré le projet en 2016. On a un bureau d'études qui nous a suivis, Solagro, la région de Toulouse, qui est spécialisé en méthanisation et en ENR. On a été chercher. Déjà, j'étais tout seul sur le projet, donc j'ai été chercher des agriculteurs pour compléter la quantité d'intrants qu'on avait besoin. C'est que des agriculteurs bio. Après, on a été voir les subventionneurs. On a parlé à l'ADEME
et la région qui nous ont soutenus sur le projet. Et j'en ai parlé à la SEM, à Semion, qui nous a aussi soutenus. Voilà, et puis au final, on a ficelé le business plan, le projet, et les banques nous ont suivis dans ce projet. Alors, on va demander pour quelle raison donc, la SEM a choisi de vous soutenir. Jean-Luc Klein, donc, pour quelle raison Ion Energy donc, a choisi de porter ce projet qui est celui d'agriculteurs du territoire? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis administrateur à la SEM et j'accompagne le projet de méthanisation par délégation de la SEM. Alors, pour un petit rappel, la SEM a quand même comme objectif principal de promouvoir les énergies renouvelables. Donc, dans les énergies renouvelables, vous connaissez la liste, et la méthanisation nous est apparue comme une solution intéressante, hein, et avec une participation financière. Alors, plusieurs éléments nous ont plu dans ce projet, on peut dire. Hein. Il y a d'une part l'aspect vertueux, parce qu'on part d'une agriculture biologique, et on part aussi de produits qui ne sont pas, j'allais dire, polluants. Hein. Et ça, c'est très important, parce qu'on ne parle pas de lisier, on ne parle pas d'éléments fertilisants liquides. On parle uniquement de résidus de production agricole. On parle de fumier et on parle de luzerne, essentiellement pour alimenter le biodigesteur. Et donc je pense que ça, c'est un des aspects qui nous a plu. L'autre aspect, c'est aussi l'aspect participation financière. Je pense qu'il n'est pas négligeable pour le SEM. C'était une opportunité pour participer, disons, à ce projet. Donc, projet vertueux à beaucoup de niveaux. Voilà. Et Irène, vous voulez rajouter quelque chose? Vous êtes la directrice donc, de la SEM, Ion Energy. Oui, je vais un peu paraphraser ce qui vient d'être dit. Les administrateurs ont trouvé ce projet intéressant, je crois, beaucoup parce que la ressource agricole n'était pas dévoyée, en fait. Ça s'inscrivait dans un cercle complet et vertueux du point de vue des exploitants et des exploitations. Du coup, on a pris une participation à hauteur de 20%. La SEM donc, joue un peu le rôle de fonds d'amorçage. Hein. Ça correspondait aux besoins des porteurs de projets. Les administrateurs ont souhaité inscrire une clause de revoyure dans le pacte d'actionnaires à horizon 15 ans pour voir en fonction des besoins du projet, mais aussi en fonction des besoins du territoire, peut-être s'il sera utile de pérenniser cet investissement ou au contraire d'affecter les moyens de la SEM à d'autres projets nouveaux. On verra ce que les administrateurs en penseront en 2037. Donc. Et Jean-Luc Klein, est-ce que la méthanisation, c'est une solution que vous voulez pousser sur le territoire? C'est une solution que vous voulez pousser sur le territoire, la méthanisation? Oui, je pense que c'est une source intéressante, la méthanisation, parce que d'abord, ça permet de produire de l'énergie, ce qui n'est pas négligeable, et du gaz en plus. Je pense que ce n'est pas un produit qu'on a en trop en ce moment en France. Je pense que mon voisin ne me contrariera pas. Et ensuite, je dirais aussi parce que, une petite anecdote à ce niveau-là, au niveau de tous les projets pratiquement d'énergie renouvelable, on trouve des associations ou des organisations qui se mettent en contre. Et là, je voudrais bien préciser une chose, c'est que beaucoup d'arguments que ces associations ou que ces organisations trouvent pour être en contre de ces projets sont lamentablement faux. Hein, parce qu'on dit que la méthanisation est polluante, on dit que ça sent mauvais, etc. Je pense que moi j'inviterais tous les gens qui pensent ça à visiter une unité de méthanisation pour le constater. Parce que la méthanisation utilise des produits qui sont des produits agricoles, donc ça ne sent pas plus mauvais que dans une ferme. Hein, et une ferme, effectivement, s'il y a du fumier, ça sent le fumier. S'il y a de l'ensilage, ça sent l'ensilage. Bon, ça c'est, je dirais, on est dans le milieu agricole, mais il n'y a rien de particulier. Hein. Donc je pense qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, et c'est dommage, parce que je ne dis pas ça seulement pour la méthanisation, mais pour l'éolien, pour le photovoltaïque, c'est pareil. Irène Olriev, la SEM est sollicitée par d'autres agriculteurs pour monter des projets? Oui, on a été sollicité, je pense, depuis la fondation de la SEM par une dizaine de porteurs de projets.
Voilà, bon, comme dans tous les projets ENR, hein, le développement n'est pas un long fleuve tranquille, ça prend beaucoup de temps, et il faut beaucoup de détermination, un peu de chance, un bon environnement, disons. Donc voilà, les administrateurs récemment ont eu la possibilité de participer à ce projet. Il y en aura sans doute d'autres. Alors on va s'intéresser au potentiel du biogaz, à la méthanisation en France et dans l'Yonne. Donc Frédéric Martin, aujourd'hui, quel est le potentiel en fait? Est-ce que c'est un potentiel important? Alors, si on revient, alors d'abord, on en est au plan national, et puis après, je vais zoomer sur Lyon. La méthanisation, elle a commencé il y a à peu près une dizaine d'années. Les 5 premières années ont été plutôt laborieuses pour la raison simple, c'est que les parlementaires français ont eu la bonne idée de mettre en place un système qui faisait que la méthanisation ne peut pas venir en contradiction avec l'alimentaire. Voilà, contrairement au système allemand qui avait été un peu développé très vite. Et donc, le principe, ça a été qu'il fallait que les ingénieurs et techniciens trouvent des solutions, mais on ne devait pas modifier la vie des exploitations. Et on devait s'adapter aux intrants locaux. Et donc, si on a de l'orge, si on a de la luzerne, si on a de la betterave, on devait d'abord traiter les résidus des territoires et pas cultiver des choses pour produire de l'énergie. Donc ça, c'était le premier point. En 5 ans, on est passé d'une dizaine de méthaniseurs, on est aujourd'hui à 650 sur le territoire français. Alors, moi, au début, quand on me parlait j'ai travaillé dans d'autres énergies, on me disait, mais une exploitation agricole, c'est une petite exploitation, bon, c'est un projet industriel, mais ces 650 projets produisent à la fin de l'année l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. Donc, comme quoi, les petits ruisseaux font souvent les grandes rivières. Et donc, on s'aperçoit que le fait de penser qu'on puisse réinternaliser en France la production de gaz est important. Le potentiel, on le dit souvent, c'est à peu près 320. Nous, quand on travaille avec les chambres d'agriculture, quand on travaille avec la remontée des territoires. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on est plutôt sur une consommation de 300 attendue. 300 en termes de consommation qui comprend l'ensemble des usages. Mais quand on concentre sur les usages des réseaux de distribution qui appartiennent aux collectivités locales, on s'aperçoit que la consommation projetée va être plutôt aux alentours de 130. Et 130, ça correspond très exactement à la production possible aujourd'hui, en tenant compte des effets climatiques et autres, des territoires agricoles français. Donc c'est une vraie opportunité. Alors quand on regarde, et Lyon en est vraiment un très bel exemple, quand on regarde le schéma, le gaz aujourd'hui dans Lyon, c'est à peu près 1 TWh. Et quand on regarde les projections en termes de capacité du territoire, eh bien, c'est à peu près l'équivalent en prenant différents intrants. On parle de résidus de culture, de biodéchets, d'élevage, de cives ou autres. Et donc, vous êtes sur un territoire qui est extrêmement favorable. D'abord parce que vous avez autant d'énergie en ressources que ce que vous consommez aujourd'hui, alors que d'autres n'ont pas forcément des ressources pour consommer aujourd'hui. Mais vous avez en plus, et je reviendrai, ça me fera la transition avec les autres technologies qui arrivent, vous avez ce dont on a déjà parlé, c'est le territoire boisé. C'est-à-dire c'est une deuxième richesse qui est absolument fantastique. Et là, on voit arriver, comme les prix des énergies sont en train de monter, on voit arriver une multiplicité, alors je ne sais pas si c'est le moment de le faire et de passer sur les autres technologies. Allons-y. La crise ukrainienne et ce qui s'est passé dans le monde, aujourd'hui, toutes les projections font qu'on va arriver vers des prix de mégawattheure qui vont être très largement au-dessus on pense, entre 100 et 120. Voilà, quel que soit, tout compris, c'est-à-dire production plus réseau. Et quand on arrive à ces prix-là, sachant que le monde était plutôt à des prix qui étaient entre 20 et 40, on va s'apercevoir que forcément les neurones vont fonctionner, parce que tout le monde ne va pas avoir les moyens de payer ce prix-là. Donc une fois qu'on a isolé, une fois qu'on a changé son matériel, qu'on a pris quelque chose de performant, eh bien l'idée c'est de trouver valorisation. Et là on voit fleurir énormément de technologies. Alors la méthanisation, elle est maintenant mature, on est vraiment sur un plan de développement. La projection des 130 TWh, dont je parlais tout à l'heure, aujourd'hui elle est programmée. La Première ministre donne un objectif à la filière qui est de 50 en 2030, c'est-à-dire dans 7 ans, on devra avoir l'équivalent à peu près de 50% de la consommation de ce que consomment les Français. Donc ça va aller très vite. Et dans Lyon, on voit que le nombre de projets qui arrivent va dans ce sens-là. Donc c'est une bonne capacité. Maintenant, si on peut passer au slide suivant,
les coûts qui arrivent et les technos qui arrivent, il y en a plusieurs. La première qui va arriver, c'est ce qu'on appelle la pyrogasification, c'est la troisième. Alors pourquoi? Parce que vous avez des intrants qui sont méthanisables, ce sont des intrants organiques, hein, c'est une dégradation, c'est le tas de fumier qu'on met, mais au lieu que le méthane s'en va dans l'atmosphère, on le récupère, on le capte et on le réinjecte dans les réseaux. La pyro, ce sont des matières sèches plutôt, qui sont ligneuses, hein, donc c'est du bois, c'est du lin, c'est tout ce qui ne peut pas se dégrader. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le passe comme dans une chaufferie biomasse, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on le vaporise et on le récupère. L'avantage, c'est qu'on n'émet rien, il n'y a pas de cheminée. Et là, on trie le gaz à la sortie. Et là, on peut fabriquer, c'est une vraie distillerie, on peut fabriquer du biogaz, on peut fabriquer de l'H2. Les Anglais sont en train de développer des filières actuellement très importantes. Et la meilleure entrée de ce type d'installation, ce sont les connexes de scierie. Et alors, dans l'Yonne, j'ai cru comprendre qu'il y avait du bois et qu'il y avait des scieries. Et on voit bien que le bois d'œuvre, lui, on va vraiment avoir, parce que la nouvelle réglementation va pousser vers la construction de beaucoup d'usages de bois nobles, enfin de bois d'œuvre. Donc ça, c'est bien pour nos forestiers, pour nos propriétaires forestiers et les scieries. Mais les connexes étaient souvent utilisés pour des besoins, par exemple des panneaux, des granulés, etc. Et on va avoir un autre champ qui va s'opérer, c'est la possibilité directement de produire de l'énergie, éviter le transport par camion et pouvoir stocker ce gaz tout au long de l'année, parce que les scieries fonctionnent toute l'année, elles livrent. Et tous ces résidus qui sont aujourd'hui parfois mal valorisés, ils vont pouvoir être valorisés par la production de biogaz. Et ils vont pouvoir capter par la même installation le CO2, ce fameux CO2 qu'on cherche à capter. Et la capacité d'avoir ce CO2, GRDF devrait pouvoir, parce qu'on est en plein phase d'été, donc je ne peux pas trop en parler, mais on devrait pouvoir indiquer dans l'année qui vient un système de stockage de CO2 dans le bois d'œuvre qui fait que nos résidus, enfin, nos essences en France pourraient, à partir d'un système de séchage, à partir du CO2, permettre d'améliorer la qualité du bois et les rendre aussi, j'allais dire, attrayants du teck d'Amazonie. Voilà, je vais vous le dire comme je le pense. Et en même temps en stockant du carbone. Et donc ça, c'est un point important. Et dernière petite information, et je pensais à monsieur parce qu'on en parle tout à l'heure, aujourd'hui on utilise dans le biogaz 60% du CO2 pour faire du biogaz, et il y a encore 40% que la plante capte dans l'année qui partait aux petits oiseaux. Et comme vous connaissez l'expression « dans le cochon tout est bon », tout le monde se disait « mais ces 40%, est-ce qu'on ne peut pas les capter ?» Et si on arrive à utiliser ces 40% pour le stockage dans le bois, c'est vraiment une source de revenus également supplémentaire pour les territoires. Et dernière chose, vous avez dû entendre beaucoup qu'on cherche à décarboner l'aviation. Alors il y a deux méthodes de décarboner l'aviation. On change toute l'agriculture française, on met des plantes qui ne sont pas habituelles en France, parce qu'il n'y a que la Cape de Provence qui permet de le faire. Et on amène ça dans des raffineries, il n'y a pas de retour au sol. Quand vous parlez avec des agriculteurs, ils nous ont dit j'arrête le métier si c'est ça qu'on me promet. Et il y a la deuxième option, c'est vous utilisez du CO2 biogénique et vous le couplez avec de l'hydrogène pour refaire les chaînes de carbone. Et là, vous faites du kérosène vert. Et là, l'Europe a voté cet été une obligation à partir de 2040. Alors 2040, vous savez, on parlait des trajectoires, c'est pas très loin. Et c'est des pas de temps longs, mais c'est rapide pour les industriels. Une obligation que l'ensemble des kérosènes d'aviation soient constitués de CO2 biogénique. Et quand je regarde Lyon, je vois une capacité à se verdir sur son gaz directement avec ses ressources, à générer du CO2 qui va pouvoir soit servir à des usages très nobles, hein, dans l'agroalimentaire, pour effacer du CO2 gris, mais aussi permettre de sécher son bois et de stocker dans son bois pour avoir du matériau extrêmement sain. Mais en même temps, je ne vais pas dire c'est un mauvais terme, mais devenir quasiment le Texas pour produire du kérosène d'aviation. Non, mais je le dis parce que on parle toujours de la ruralité. Moi, je suis originaire de Charente-Maritime, j'ai dû quitter mon territoire pour aller travailler. Donc ça, c'est un point important. Donc on est assez attaché à ramener de la valeur dans les territoires et on est vraiment absolument convaincus. Alors c'est peut-être parce que nos patrons sont des collectivités, mais c'est un point important. La transition énergétique, elle aura de l'acceptabilité, et vous en parliez tout à l'heure, si elle ramène de la valeur dans les territoires. Or, on sait aujourd'hui que l'énergie qui sera produite demain sera essentiellement produite dans les territoires ruraux et périurbains. Donc il faut ramener de la valeur énergétique. Nous, on passe énormément de temps à ramener des solutions technologiques qui ramènent de la valeur. Et tout à l'heure, vous abordiez les sujets des méthaniseurs. Nous, on est très soucieux de vérifier comment se passe l'acceptabilité une fois que le méthaniseur est en route. Eh bien, on a une acceptabilité qui est meilleure après, une fois que ça tourne, qu'avant. Et l'acceptabilité est meilleure près des méthaniseurs
qu'à côté. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que le digestat qui est récupéré remplace les engrais chimiques. Et une fois que les gens ont vu un méthaniseur, qu'ils ont vu que ça ne sent pas, que grosso modo il y a quelques camions, mais c'est plutôt, il faut faire attention au niveau des routes, parce qu'il faut aussi regarder ces CSG-là, mais ils se rendent compte surtout que le digestat qui sort de cette installation-là vient se substituer à des engrais chimiques. Une fois qu'ils ont compris ça, ils ne voient plus du tout l'installation de la même façon. Bah, c'est ce qu'on va souhaiter à Dominique Goffard, parce que pour l'instant, Dominique, vous avez un recours sur votre projet, et la question de l'acceptabilité, elle s'est posée en effet avant. Oui, c'est vrai qu'on parle de projet, enfin, on veut faire plein de choses, mais il y a un gros souci au niveau de l'acceptabilité. Ça, c'est quelque chose qui est... et il ne faut pas beaucoup de monde pour empêcher des projets. Hein. Il faut une personne ou deux personnes suffisent pour ralentir un projet, pour peut-être le faire capoter, je ne sais pas. Nous, on a eu un recours. On est une commune de 200 habitants, il y a une dizaine de personnes en association. Voilà, petite association qui a fait un recours. On a perdu 1 an, on s'est retrouvé dans les moments de la construction après le Covid. On a augmenté notre coût de chantier de 20%. Enfin, voilà, ça nous a retardé et ça nous a coûté cher ce petit recours. On a gagné, ils ont fait appel. Voilà. Donc voilà, ils sont pas nombreux. Hein. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de projets, mais c'est quand même un gros souci. Alors je sais pas. Voilà, je ne sais pas comment faire, parce que moi je trouve que la France, c'est la démocratie. À partir du moment qu'on a la majorité, voilà, il ne devrait plus y avoir de recours comme ça. Enfin, je ne comprends pas que des projets soient... Ça, c'est quelque chose qui... Et pourtant, je ne vais pas me vanter, mais c'est un projet qui, franchement, a du sens, quoi. Je ne l'ai pas fait... j'ai regardé tout mon environnement, quoi. Voilà, c'est un projet en partenariat avec la SEM. Moi, je suis assez collectif, coopératif. Voilà, j'ai fait quand même attention un peu à tout. J'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être dû penser qu'à moi. Mais voilà, mais c'est comme ça. Enfin, ça, c'est un gros souci. Voilà. Après, la méthanisation en elle-même, quand on va appuyer sur le bouton au mois de mai, là, ça ne s'arrête plus. Ça produit du gaz H24, 24 heures sur 24. Voilà. C'est ça l'avantage aussi, et c'est stockable. Voilà. Et puis après, il y a beaucoup de... Moi, c'est ce qui me plaisait, c'était un peu industriel, et il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses à faire autour. Là, il y a les biodéchets là, qui arrivent, et il y a l'histoire du CO2. Voilà. Il y a plein de projets qui peuvent se greffer. Irène Olriet, juste avant Frédéric Martin-Près, je vous donnerai la parole sur l'acceptabilité. Sur ce sujet, quand on est comme vous à travailler, à développer des projets, cette question de l'acceptabilité, comment on la travaille, sachant qu'il va falloir porter des projets? Là, on parle d'un méthaniseur, mais ça peut être de l'éolien, ça peut être du photovoltaïque, ça peut être du solaire thermique. Comment on la travaille? Déjà en intégrant le risque contentieux, qui est quasi systématique sur tous les projets ENR. Donc le projet de Pont-sur-Vanne, il est dans la norme en fait. C'est pas très agréable, mais c'est pas exceptionnel malheureusement. Ensuite, une autre façon de travailler ça, c'est ce que disait Emmanuel Roumieux tout à l'heure, en construisant une histoire autour de cette transition énergétique. Mais cette histoire, elle est difficile à construire. Elle est difficile à construire du fait de plusieurs choses. La première chose, c'est une certaine méconnaissance. Monsieur Frauli parlait des scénarios RTE. Tout le monde ici les connaît, mais enfin, sont-ils véritablement connus du grand public? J'en doute. Il y a de la méconnaissance et puis il y a aussi de la désinformation. On en parlait hier avec un collègue. Jusqu'au cœur des mairies, enfin les maires, sans doute nombre d'entre vous ici, ont reçu un courrier avec un logo qui ressemble beaucoup à celui d'une agence gouvernementale et qui met en garde les maires contre la désinformation que les services de l'État pourraient faire dans la mise en œuvre de la loi d'accélération. Donc c'est quand même un petit peu gênant, ça crée beaucoup de confusion. Bon, je ne vous parle pas des diffusions par email ou des réseaux sociaux où les sources sont toujours inconnues, les données jamais vérifiées. Donc c'est difficile. Alors, il y a le contentieux, au moins qu'il y a un mérite. Au bout d'un moment, le juge dit, en fait, en France, le droit, c'est ça, point, il n'y a plus de salade, mais c'est très préjudiciable au projet.
Donc, construire des histoires, c'est peut-être là que le syndicat et la SEM ont un vrai rôle à jouer en tant que tiers de confiance, justement, pour vérifier les sources, qualifier, valider les informations et être aux côtés des communes pour pouvoir un petit peu mieux expliquer le contexte objectif de cette transition énergétique et sa nécessité. Frédéric Martin, sur ce sujet, puis on conclura là-dessus et on vous invitera à réagir. Non, parce que les opérateurs, ce sont souvent des entreprises très techniques. Enfin, moi-même, je suis ingénieur, vous avez dû voir, je présente des chiffres, etc. Vous êtes des élus. Vous avez quand même une capacité à parler aux concitoyens. Alors évidemment, on doit favoriser, montrer, comme on disait, faire visiter des installations comme des méthaniseurs et autres. Mais aussi, il y a une défiance parce que il y a des projections qui peuvent être nationales. Alors, je ne connaissais pas cette information comme quoi il y avait un risque majeur sur la désinformation. Non, mais ce qu'il y a, c'est parce qu'il y a des projections, mais il y a une réalité de terrain. Et que les gens se disent, mais c'est pas ma réalité. Et plusieurs intervenants tout à l'heure ont expliqué que la seule vérité que vont voir les gens, c'est celle qui va se passer sur leur territoire. Et quand, enfin, moi, je me souviens d'un projet qui est très loin de Lyon, qui est en Guyane. On a été m'expliquer qu'il fallait pousser la production d'énergie à base de gaz ou de fioul. Et on me disait que parce que la ressource de bois était quand même longue à aller chercher. Alors la Guyane, c'est le plus grand département de bois. Hein, donc, bon, moi, je suis resté assez serein. J'ai dit, bon, visiblement, il y en a qui voient ça de très loin. Moi, je pense que on a de la géothermie, on fait de la géothermie. En Ile-de-France, il y a un Dogger. On a du bois, on va utiliser le bois énergie. Et il y a différentes technos pour le valoriser. Hein, en second œuvre, ça a été dit par le représentant de la FETEN. Parce que tout l'intérêt de nos métiers, hein, je parle en tant que coopérateur énergétique et j'allais dire sous-traitant souvent des autorités concédantes, c'est de ne pas mettre en risque le premier, que ce soit l'alimentation, que ce soit le bois d'œuvre, mais utiliser les déchets et de trouver des technologies qui les rendent pérennes. Il n'y a pas de mauvaise énergie, il y a de mauvais choix territoriaux si on est complètement en décalage par rapport à son territoire. Alors, le terme de raconter des histoires, ça peut être péjoratif, mais il faut surtout donner du sens. Et donner du sens. Quand on met un méthaniseur, on enlève surtout des engrais chimiques et on donne un revenu récurrent, une exploitation qu'on a besoin de pérenniser parce que s'il n'y a pas d'agriculteurs, on va se retrouver avec des paysages qui vont être complètement différents. Et si quelqu'un a enlevé déjà des ronces, je lui souhaite bon courage. Et on n'aura rien dans nos assiettes. Donc c'est ça. Et de la même façon, je pense que la réussite de ce mur d'investissement, d'enjeux que l'on a devant, c'est de faire en sorte de trouver ces ressources que l'on a en local, les adapter aux besoins locaux, tout en faisant en sorte que sur le plan économique, parce que ça on en oublie souvent, parce qu'on peut avoir de grandes idées, derrière il faut quand même des clients qui puissent le régler. Et la FNCCR en a parlé tout à l'heure, la précarité est aussi quelque chose qu'on doit absolument avoir en tête. C'est bien pour ça que la réduction des consommations en amont est vraiment le premier axe qu'il faut avoir. On peut avoir les plus belles unités de production, tout ce qu'on veut, il faut surtout d'abord s'assurer qu'on soit capable de payer ses factures. Merci. Alors on vous invite à réagir avant de retrouver Jean-Baptiste Lemoine pour conclure nos échanges. Donc on va allumer la lumière, comme ça on va vous voir et on pourra vous passer le micro. Voilà, merci. Alors on a monsieur tout en haut, je ne sais pas si vous le voyez, faites coucou. Voilà, gardez la main bien dans l'air, comme ça le micro arrivera. Gardez la main bien dans l'air parce qu'on ne vous voit pas. Voilà. Je vais vous inviter à vous présenter, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Jocelyn Thénault sur la commune d'Auxerre. Donc, je voulais revenir sur cette notion d'acceptabilité avec cette réalité humaine qui est derrière ces problèmes d'acceptabilité. On a évoqué la partie rationnelle avec cette désinformation possible. Il y a aussi toute cette partie humaine et donc émotionnelle qui est accompagnée pour accompagner ces quelques personnes effectivement qui peuvent faire ralentir fortement les projets. Et le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est le partage de la valeur. Est-ce qu'il y a un partage de la valeur qui peut être envisagé avec les habitants du territoire qui vont en subir les conséquences en termes d'aménagement du territoire? Quand vous entendez partage de la valeur, vous entendez quoi? Financièrement. Financièrement, d'accord, oui. Très bien. Alors, qui peut répondre à cette question? Dans notre projet, justement, en participant avec la SEM, il y a un partage de la valeur. Moi, j'ai essayé de partager avec d'autres agriculteurs. Après, l'acceptabilité, à partir du moment qu'une grande majorité accepte le projet,
Moi, le problème, c'est cette minorité, mais c'est pas logique, ça. Il y a quelque chose qui ne va pas en France. On ne peut pas détruire des projets comme ça sous prétexte qu'il y a quelques personnes qui n'en veulent pas. C'est une question de majorité. Moi, moi, j'ai fait des réunions publiques, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai quand même montré mon projet à tout l'ensemble de la commune. Ça a été, c'est bien passé. Hein. Globalement, ils étaient tous enchantés. J'aurais proposé de participer aussi financièrement. Ils n'ont pas voulu. Après, chacun. Mais la porte était ouverte hein, de ce côté-là. Sur ce projet-là, la porte était ouverte. J'en ai pas fait un projet personnel comme d'autres font. Hein, voilà. Après, chacun. Voilà. Alors, moi, je vois deux choses. Le partage de la valeur, c'est bien s'assurer que les projets soient validés par les territoires. On en parlait. Et nous, on y est très attentifs. C'est-à-dire qu'on me demande souvent s'il y a des bons ou des mauvais méthaniseurs, par exemple. Moi, je dis, il y a des méthaniseurs qui sont acceptés par les territoires, validés par les territoires, où il n'y a pas de méthaniseur. Voilà, donc la règle, c'est laisser les gens des territoires déterminer ce dont ils ont besoin. Je donne deux exemples. Souvent, il y a des méthaniseurs agricoles, et l'exemple de monsieur en est une parfaite illustration. On voit bien que la valeur, elle est la valeur sur son exploitation, elle est la valeur sociétale sur le plan santé, parce qu'il remplace ses engrais chimiques par des engrais naturels. Il y a des emplois qu'il va créer, on en parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est des engrais, des emplois non délocalisables. Quand on parle du bois, c'est les scieries, c'est l'usage, enfin c'est tout ce qu'on peut avoir. Et puis ensuite, il y a une répartition de la valeur, et je pense que c'est peut-être ça que vous faites, à ce que vous faites, vous citez, c'est l'aspect financier. Donc aujourd'hui, il y a le prix qui est vendu. Alors il y a des IFER, hein, alors donc pour les spécialistes, vous savez, les impôts fonciers. On peut se poser la question de savoir si demain, il n'y a pas une répartition financière entre les territoires, mais là c'est un sujet politique, c'est pas un sujet technique, là, de dire est-ce qu'on ne peut pas mettre dans le coût de l'énergie produite une petite ligne qui est une contribution sur la commune qui accueille l'installation, sur la communauté de communes qui laisse passer les lignes électriques, les réseaux de gaz, les réseaux de chaleur, etc., qui permettrait de dire les gens des villes contribuent en partie parce qu'eux, ils sont contents de retrouver. Alors, ils vous disent déjà, je paye déjà l'énergie. Mais avoir un peu non pas une taxe nationale, mais une contribution de valeur. Quand on achète des tomates bio, on voit bien, ou quand on fait du commerce équitable, etc., si on en a la capacité, c'est-à-dire qu'on fait le choix d'acheter et de donner une contre-valeur aux producteurs. C'est la même chose pour la viande. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on traite un sujet bio dans l'alimentaire, et on voit toutes les difficultés avec l'énergie. Si on dit, je suis en ville, j'achète du gaz, ou de l'électricité ou de la chaleur, et cette chaleur est produite par des gens qui sont sur un autre territoire, je viens aider, amener ma contribution pour améliorer les isolations de bâtiments parfois très anciens, améliorer l'éclairage public, améliorer les salles des fêtes, etc., pour qu'il y ait il n'y ait pas de France à deux vitesses. Voilà. Donc je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'acceptation locale qui est représentée par les élus que vous êtes, et puis ensuite il y a l'acceptation économique qui fait que les gens voient aussi la perception peut-être sur d'autres aspects que purement l'énergie. Est-ce que nous avons une autre question ou une remarque comme celle qui vient d'être proposée à l'instant? Si on n'a pas de questions de remarque, monsieur. C'est Richard. Oui, vous avez parlé d'un sujet très positif qui est la substitution d'engrais chimiques par de l'engrais bio. C'est très important. On en parle peu quand sont présentés justement ces projets de méthaniseurs. Quel est le volume d'engrais chimiques qui sera substitué par de l'engrais bio de votre production? Dominique? Nous, on est en bio, donc on n'avait plus d'engrais. On n'avait plus de possibilité d'avoir d'engrais. On ne pouvait pas mettre d'engrais sur nos exploitations, à part aller chercher des fientes de poule en Hollande ou en Belgique ou en Bretagne, dont on ne savait pas forcément l'origine. Donc là, aujourd'hui, ça représente 10 900 tonnes à raison de 5 unités d'azote à la tonne. Voilà, bon, pour nous, en bio, ça va nous suffire grandement, ça va être intéressant. Maintenant, si c'est un engrais utilisable alors, c'est un méthaniseur un peu particulier, puisque c'est des agriculteurs bio. Donc derrière, il faut que l'engrais soit utilisable en agriculture bio. Donc on ne peut pas mettre n'importe quoi dans notre méthaniseur. Voilà. Mais c'est un des seuls de Digesta qui est utilisable en agriculture bio. Entre guillemets, il y en a d'autres aussi, mais ça reste faible. Irène Riel, vous voulez rajouter quelque chose?
préciser? Pardon, je voudrais revenir un petit peu en arrière et rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Martin par rapport au partage de la valeur. Les sociétés d'économie mixte dans le domaine énergétique, elles sont créées pour ça, en fait, pour pouvoir permettre au territoire d'être au capital des sociétés de production d'énergie, donc de percevoir des dividendes le moment venu, et puis aussi pour pouvoir avoir la main sur des actifs, garder une partie de souveraineté, pas sur tous les actifs, parce que les pouvoirs publics locaux ne pourront pas financer l'ensemble des installations de production d'énergie sur leur territoire, mais au moins avoir quelques actifs en portefeuille qui répondent donc à ces deux critères, participation des collectivités et autonomie en matière d'énergie. Merci. Si on n'a pas d'autres questions, je vais vous remercier, Madame, Messieurs. Un grand merci pour ces explications. Franck Martin, Dominique Goffard, Irène Olriet et Jean-Luc Klein.